les vecteurs reviennent constamment dans les cours de physique. Et pour cette raison, il faut maîtriser cette matière avant d'attaquer n'importe quel cours de physique. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un vecteur? Un vecteur, c'est un segment orienté. Qu'est-ce que ça veut dire, un segment orienté? On va repartir de la base. Ceci, c'est une droite. Qu'est-ce qui distingue une droite d'une autre droite? Eh bien, c'est sa direction. La droite possède une propriété qui est sa direction. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est couper la droite ici, quelque part au milieu, et on obtient à ce moment-là une demi-droite qui a donc pour propriété la direction, mais aussi le point d'origine qui se trouve ici au point A. On a donc ici deux propriétés. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On peut couper la droite à cet endroit-là, et donc on obtient ce qu'on appelle un segment de droite. Le segment de droite a comme propriété la direction, une origine et une fin, cette fois-ci, la fin étant au point B, et puisqu'on a une origine et une fin, on peut calculer une longueur. Finalement, ce qu'on peut encore faire, c'est dire est-ce qu'on va du point A au point B ou du point B au point A. On va donc donner à ce segment un certain sens. Pour ça, il y a deux possibilités. Soit on va du point B au point A, soit on va du point A au point B. À ce moment-là, on indique avec une flèche le sens du segment. On obtient alors un segment orienté qu'on appelle aussi vecteur. Du coup, on se retrouve avec quatre propriétés. La direction du vecteur, son sens, une nouvelle propriété, l'origine et la fin du vecteur qui donneront ce qu'on appelle les composantes, on verra ça plus tard, et finalement la longueur du vecteur. Mais à quoi ça sert un vecteur? Un vecteur, ça sert à donner un sens à un effet physique. Quel genre d'effet physique? Eh bien, si on prend par exemple cet instrument, une balance, eh bien, qu'est-ce qu'elle va afficher? Un certain nombre. Ce nombre correspond à la masse de la personne qui se trouve sur la balance. Si on prend maintenant cet instrument-là, il va aussi afficher un nombre. Peu importe où vous placez cet objet, il va afficher la température de la zone que vous essayez de mesurer. Et dans les deux cas, on a comme résultat une grandeur physique qui est un nombre, une masse, une température. Ce sont des grandeurs physiques qui n'ont pas besoin de sens, de direction. Alors que si on prend par exemple un joueur de foot qui est en train d'exercer une force sur un autre joueur de foot, à ce moment-là, pour cette force, on doit indiquer sa direction, son sens, son origine et sa longueur. Pour que cette grandeur ait un sens physique, eh bien, on doit lui donner ces quatre propriétés. Et donc, on ne peut plus utiliser simplement un nombre, on va utiliser quelque chose qui a ces quatre propriétés. Et ce quelque chose, c'est justement les vecteurs. Donc la force, ce sera un vecteur. Dans ce cas-ci, la direction, c'est horizontal. Le sens, c'est de gauche à droite, de A à B. L'origine du vecteur se trouve sur le torse du joueur italien. Et la longueur du vecteur sera proportionnelle à l'intensité de la force, exprimée en newton. Mais la force n'est pas le seul élément physique qui fait appel au vecteur. Il y a d'autres grandeurs physiques, comme par exemple la vitesse et l'accélération, sont également des vecteurs. Si je prends l'exemple de la Lune qui tourne autour de la Terre, eh bien, cette Lune possède une certaine vitesse qu'on exprime en mètres par seconde, mais un nombre ne suffit pas. Il faut aussi donner la direction
et le sens de cette vitesse, qui sont tous les deux exprimés par la flèche qui est dessinée ici en jaune. C'est pareil pour l'accélération. L'accélération est aussi un vecteur. Ici, son sens est orienté de la Lune vers la Terre. En physique, on rencontre aussi un autre vecteur qui est le vecteur E, le champ électrique, responsable d'une force électrique sur une charge. On rencontre aussi le champ magnétique qui est responsable de l'apparition d'une force sur une charge en mouvement. Donc, c'est une notion qui revient souvent en physique. Un vecteur est défini par ses composantes. Qu'est-ce qu'une composante? On va voir ça sur un simple exemple ici, vecteur V, V comme vecteur, qui va du point A vers le point B. Ces deux points sont définis par leurs coordonnées, donc on pourrait les représenter dans un plan en deux dimensions, ici x, y, et le vecteur apparaîtrait donc à cet endroit-ci. Mais ce n'est pas de cette manière-là qu'on définit un vecteur. Un vecteur est défini par ses composantes, et pour comprendre ce que c'est une composante, il faut d'abord comprendre ce que c'est un vecteur unitaire. Qu'est-ce qu'un vecteur unitaire? C'est un vecteur de longueur égale à 1 qui définit une référence pour une direction. Par exemple, le vecteur 1x définit la direction horizontale de gauche vers la droite et il a une longueur égale à 1. Pareil pour le vecteur 1y ici, il a aussi une longueur égale à 1 et il définit la direction verticale de bas vers le haut. À l'aide de ces deux vecteurs, on peut donc composer n'importe quel autre vecteur. Par exemple, le vecteur v ici, pour l'obtenir, on a utilisé 3 fois le vecteur 1x et une fois le vecteur 1y. Donc, on fait 3 pas vers la droite et 1 pas vers le haut. En français, on dirait 3 pas vers la droite et 1 pas vers le haut. Ces deux nombres 3 et 1, c'est justement ce qu'on appelle les composantes. Comment on a obtenu ces composantes? On a fait 5 moins 2, 6 moins 5. C'est ce qu'on obtient ici. Et donc pour généraliser ça à n'importe quel vecteur, on dira donc qu'on fait xb moins xa, yb moins ya, toujours la coordonnée de la fin du vecteur moins la coordonnée du début du vecteur. Ceci, on peut l'appliquer à n'importe quel autre vecteur, par exemple le vecteur w ici, qui va du point A au point B. On pourrait faire exactement le même principe, c'est-à-dire se demander combien de pas on fait d'ici à ici. On fait 3 pas vers la gauche cette fois-ci et 1 pas vers le haut. Par calcul, ça donnerait xb moins xa, yb moins ya, c'est-à-dire 2 moins 5 et 6 moins 5. Ici, il y a un truc un peu particulier qui va se produire, c'est que le résultat ici, 2 moins 5, donne un nombre négatif. Donc on fait moins 3 pas vers la droite, ça correspond en fait à faire 3 pas vers la gauche, c'est bien ce qu'on avait ici sur le dessin. Donc les composantes peuvent être négatives, ça veut simplement dire que on se dirige dans la direction opposée à la référence. Ici, on se dirige dans une direction opposée au vecteur 1x. Une fois qu'on a trouvé ces composantes, comment est-ce qu'on note finalement le vecteur? Alors pour ça, il y a plusieurs possibilités. Une première possibilité, qui est un peu casse-gueule, c'est de noter ces deux nombres dans une parenthèse.
Ici, je vais voir une notation qui est utilisée dans la plupart des cours de physique et aussi à l'université. Par exemple, pour le vecteur v qui est ici, on le noterait de cette manière-ci, c'est 3 fois le vecteur 1x plus une fois le vecteur 1y. On a bien utilisé 3 fois le vecteur 1x plus une fois le vecteur 1y. Et ça marche pour tous les autres vecteurs, comme par exemple le vecteur w. Ici, c'est exactement le même principe, sauf que l'une des deux composantes est négative. De manière générale, on écrira donc que le vecteur v s'exprime comme la composante en x fois 1x plus la composante en y fois 1y plus la composante en z fois 1z si jamais on est en 3 dimensions. Chacune de ces composantes se calculant exactement de la même manière, toujours en faisant la coordonnée finale moins la coordonnée initiale. Faites bien attention, il y a une erreur assez fréquente qui est de confondre les composantes d'un vecteur et les coordonnées d'un point. Par exemple, pour le point C ici, ses coordonnées sont 3 et 1. C'est comme les coordonnées GPS de quelqu'un. Si vous fournissez les coordonnées GPS d'une personne, on peut le trouver n'importe où sur Terre. Il n'y a qu'une seule position possible. Ici, pour ce point, les coordonnées renseignent un seul endroit possible pour tracer ce point C. Il n'y a aucune ambiguïté, le point C se trouve uniquement à cette position-là. Par contre, pour les composantes d'un vecteur renseignent sur le nombre de pas qu'il faut faire pour passer du point A au point B. Donc si on reprend l'exemple qui est ici, on part de ce point-ci et on arrive ici en faisant bien 3 pas vers la droite et 1 pas vers le haut. Maintenant, si je prends ce vecteur-là, c'est la même chose. Pour passer du point initial au point final, je dois faire 3 pas vers la droite et 1 pas vers le haut. Donc, ce vecteur-là a aussi comme composante 3 et 1. Ce qui fait que ce vecteur-là et ce vecteur-là sont donc les mêmes. Ces vecteurs sont égaux, même s'ils ne sont pas dessinés au même endroit sur le graphique. On dira donc que les vecteurs sont libres. Par exemple, les vecteurs unitaires ici sont aussi des vecteurs libres et je pourrais très bien les dessiner à cet endroit-ci. Je ne suis pas forcément obligé de les dessiner ici au centre du repère. Dans certains cas, par exemple en physique, on utilisera des vecteurs qui ne sont pas libres mais liés. Par exemple, le vecteur force sera un vecteur lié au point d'application, par exemple le torse du joueur de foot dans l'exemple précédent. La longueur d'un vecteur est appelée norme, c'est-à-dire la distance entre le point A et le point B ici. Comment est-ce qu'on fait pour la calculer ? C'est très simple, il suffit de voir ici une forme bien connue qui est le triangle rectangle. Et ça tombe bien parce qu'on possède 2 des côtés de ce triangle rectangle, 3 et 1 ici. Il ne nous reste plus qu'à trouver le 3e côté qui est justement la longueur qu'on est en train de chercher, c'est-à-dire la norme. Comment est-ce qu'on écrit une norme ? Eh bien, on prend le vecteur et on l'entoure de 4 barres, comme c'est fait ici. Eh bien, puisqu'il s'agit de l'hypoténuse du triangle rectangle ici, on peut utiliser ce qu'on appelle le théorème de Pythagore, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des autres côtés. Puisque ce qui nous intéresse, ce n'est pas le carré de la norme, mais la norme tout court, on va prendre la racine carrée et on aura comme résultat racine de 10. Racine de 10, c'est la longueur du vecteur qui est ici, c'est un nombre qui représente la distance entre le point A et le point B. On remarque dans la relation ici que sous la racine, on a 3 et 1, qui sont en fait les composantes du vecteur que l'on a vu précédemment. Donc pour généraliser à n'importe quel vecteur,
on dira que la norme est égale à la racine carrée de la composante en x au carré, la composante en y au carré, plus, si on est en 3 dimensions, la composante en z au carré. Si on applique ça à l'autre vecteur w que l'on a vu précédemment, eh bien, on savait que les composantes étaient moins 3 et 1, donc on peut appliquer cette relation et trouver de nouveau racine de 10. Ce qui est normal puisque les vecteurs w et v ont la même longueur, même s'ils ne sont pas orientés dans la même direction et dans le même sens. À quoi ça sert de calculer la norme d'un vecteur? Eh bien, si on reprend l'exemple du joueur de foot qui exerce une force sur un autre joueur, si on veut connaître la valeur de cette force en newton, eh bien, il faudra calculer la norme du vecteur f. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on dit au joueur « tape 3 fois plus fort ». Vous vous en doutez, le vecteur force sera 3 fois plus grand. Et comment est-ce qu'on fait pour augmenter la taille d'un vecteur? Eh bien, c'est très simple, on le multiplie par un nombre. Si je reprends l'exemple du vecteur v qu'on avait précédemment, eh bien, ce vecteur v, on savait qu'il avait comme composante 3 et 1. Si jamais on veut doubler sa taille, on va tomber sur un vecteur qui sera exprimé comme 2 fois v. Au niveau des calculs, comment ça se passe? Eh bien, 2 fois v, v est défini ici, et donc on aura 2 fois la composante qui était définie ici. Un avantage de cette notation, c'est que ici on peut simplement utiliser une distribution du 2 ici sur la parenthèse. On va donc obtenir 6 fois 1x et 2 fois 1y. Les nouvelles composantes du vecteur sont donc 6 et 2, qu'on vérifie bien ici sur le dessin. On fait bien 6 pas vers la droite et 2 pas vers le haut. Du coup, en augmentant la taille d'un vecteur par un facteur 2, on a aussi augmenté les deux composantes par ce même facteur 2. Un corps est rarement soumis à une seule force. Donc ce qu'on fait en physique, c'est mettre un indice pour rappeler de la cause de la force. Ici, j'ai indiqué Fz, le Z étant là pour rappeler que la cause de la force, c'est un joueur français bien connu. Ce n'est pas l'unique force que subit le joueur italien. Il subit aussi plein d'autres forces, comme par exemple une force bien connue qui est la force gravitationnelle. Donc si jamais le joueur subit une force ici de 1000 newtons et que cette force-ci vaut 900 newtons, par exemple, on pourrait croire que le joueur italien reçoit du coup une force de valeur 1000 plus 900, 1900 newtons. Pourtant, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas simplement additionner deux nombres, puisque les forces ne sont pas des nombres. Les forces, ce sont des vecteurs, et donc pour trouver la somme de ces forces, il faut faire la somme de deux vecteurs. Pour faire la somme de deux vecteurs, il y a deux possibilités, selon qu'on connaît les composantes des vecteurs ou qu'on ne les connaît pas. Ici, je reprends l'exemple du vecteur v qu'on avait précédemment. On sait qu'il a comme composante 3 et 1. Je prends un autre vecteur u qui a comme composante 2 et moins 1. On peut vérifier vite fait que c'est bien le cas. Eh bien, on fait bien 2 pas vers la droite, 1 pas vers le bas. Pour faire la somme de ces deux vecteurs, on va donc sommer ces composantes. Donc, le résultat, que l'on note z, sera la somme de u et v. U, on sait que c'est 2 et moins 1. V, c'est 3 et 1. Et un avantage de cette notation-ci, c'est qu'on peut très simplement faire cette somme en regroupant les termes de composante 1x ensemble,
3 fois 1x et 2 fois 1x, ça va faire 5 fois 1x, et le terme ici en 1y, une fois et moins une fois. Donc ça va faire 0. Au final, il reste donc 5 fois 1x, c'est-à-dire un vecteur horizontal qui fait 5 pas vers la droite. Que faire maintenant si on ne connaît pas les composantes des deux vecteurs qu'on essaye de sommer? On reprend le même exemple, ici, V et U, mais on ne connaît pas leurs composantes. Donc on ne peut pas faire le calcul qu'on avait fait précédemment ici. On est obligé de calculer la somme graphiquement. Comment est-ce qu'on fait? On prend une parallèle au vecteur U jusqu'à arriver au point B, on prend une parallèle au vecteur V jusqu'à arriver au point C, et l'intersection des pointillés qui se trouvent ici indique l'extrémité du vecteur somme. Le résultat est évidemment le même que juste au-dessus, ce qui est plutôt rassurant. On utilise deux méthodes différentes, mais on somme les mêmes vecteurs, donc on est censé arriver au même résultat. Ici, on a formé une forme qui est un parallélogramme, donc on appellera ça la règle du parallélogramme. Si on applique cette règle à l'exemple qu'on a vu précédemment ici, on trace deux parallèles et on va obtenir un vecteur résultant qui est la résultante des deux autres forces. On la note tout simplement F. En résumé, un vecteur est un segment orienté. Il sert à donner un sens à un effet physique comme la vitesse, l'accélération ou un champ électrique. Il est défini par ses composantes. Sa longueur est appelée norme. Lorsqu'on veut augmenter la taille d'un vecteur, on le multiplie par un nombre. Et lorsqu'on veut sommer deux vecteurs, il y a deux possibilités selon qu'on connaît ou pas les composantes de ce vecteur. Ceci conclut cette vidéo sur les vecteurs.